Utopie signifie nulle part et a d'abord été un nom propre. Le nom d'une île dans laquelle Thomas More, en 1516, imagine la meilleure forme de communauté politique. Aujourd'hui, c'est un nom commun dont la définition dans le dictionnaire Lalande est la suivante, dictionnaire de philosophie, idéal politique ou social séduisant mais irréalisable, dans lequel on ne tient pas compte des faits réels, de la nature de l'homme et des conditions de la vie. L'utopie est mise en jeu dans une réflexion sur la société contre l'État pour deux raisons au moins. D'abord, beaucoup d'utopies veulent remplacer l'État comme instance de domination par une administration. Substituer l'administration des choses, comme dit Saint-Simon, repris par Engels, au gouvernement des hommes. Mais deuxièmement, l'autre raison est que comment envisager une société meilleure sans avoir l'idée d'une société idéale ? Seul un modèle idéal semble en mesure de permettre d'améliorer les conditions de vie en société. Pourtant, l'utopie a mauvaise réputation. Considérée comme rêve social qui ne se soucie pas des étapes réelles nécessaires à sa réalisation, elle semble par ailleurs difficilement pouvoir échapper au danger totalitaire. La question qui se pose alors est la suivante. L'utopie peut-elle jouer un rôle dans le combat de la société contre l'État ? Ou bien est-elle ce dont il faut se défaire absolument ? Pour commencer, tentons de caractériser l'utopie. C'est une entreprise qui peut être assez compliquée parce qu'il y a beaucoup d'utopies, vous pouvez en voir quelques-unes devant vous, et elles sont éclatées tant dans leurs projets et leur contenu que dans leurs intentions. Pourtant, on note une certaine permanence, de certaines préoccupations, de certains thèmes dans les utopies, le thème de la famille, de la propriété, de la consommation, de la religion, de l'organisation sociale et politique. Deux éléments semblent devoir être présents ensemble pour parler d'utopie. Le premier concerne l'objectif de l'utopie, et c'est l'idée d'une perfection ayant pour objet la cité. Le deuxième touche plutôt le facteur déterminant de l'utopie, le moyen de sa réalisation, à savoir l'effort constructif de l'homme, le travail qu'il va être capable de mettre en œuvre. Cette définition, donc à deux éléments, semble efficace dans la mesure où elle permet d'abord d'inclure dans le concept d'utopie des formes variées, en particulier à la fois les utopies littéraires, telles que celles de More, de Swift, de Marivaux, etc., et les utopies pratiques ou plus philosophiques, telles que celles de Fourier, de Saint-Simon, de Cabet, etc. Par ailleurs, cette définition permet d'intégrer les contre-utopies qui poussent les utopies au bout pour montrer qu'elles finissent par se retourner contre l'homme, telles que Zamiatine, Huxley, Orwell, etc. D'autre part, cette définition permet d'écarter des formes proches de l'utopie, bien que distinctes, telles que les pays de Cocagne et les pays des merveilles, ou les Arcadies, qui adoptent plutôt un point de vue individuel et surtout qui n'implique pas l'idée d'un travail sur la nature, mais plutôt qui reviendrait à des métamorphoses magiques. Cette définition de l'utopie repose par ailleurs sur un certain nombre de présupposés, notamment concernant une certaine vision de l'homme et de son rapport à la nature. Un homme marqué par le mal, une méchanceté instinctive mais qui ne serait pas totalement insurmontable, d'une part, et d'autre part concernant le rapport à la nature, un rapport assez complexe puisque d'un côté, l'ordre social de l'utopie doit se conformer à l'ordre naturel, mais d'un autre côté, il implique un rapport de domination par rapport à la nature et l'importance du travail que j'ai évoqué. Dans l'utopie, l'éducation, la collectivité et le contrôle sont fondamentales, à tel point que pour représenter une société utopique, on pourrait remplacer le modèle traditionnel du corps par celui de la machine, dans la mesure d'une part où l'utopie a tendance à s'opposer à la personnalisation du pouvoir et insiste de ce fait sur le rôle de la loi anonyme et sans visage, et se conçoit aussi comme une société dans laquelle le hasard n'a pas sa place, il n'y a pas de jeu, tout est sous contrôle. Chez Sade, par exemple, la sexualité, chez Campanella, la procréation, chez Cabet, la forme des meubles, etc.
Donc un modèle mécanique qui est censé aboutir à un jardin reconquis, la reconquête d'un jardin qui n'est plus une nature sauvage et immédiate, mais une nature maîtrisée, organisée, sous contrôle. Souvent, la géographie de l'utopie, c'est l'île, l'insularité, comme chez Thomas More, et évidemment, les utopies semblent impliquer, de ce fait, avec tous les caractères que je viens d'évoquer, une forme de totalitarisme inévitable. La dérive totalitaire n'est jamais très loin. La perfection utopique ne peut supporter le risque de la liberté individuelle. Il y a un refus de toute limite et de toute compromission, un radicalisme de l'utopie qui est capable de revendiquer, pour parvenir à ses fins, des méthodes moralement répréhensibles. On les trouve chez More, qui est un contemporain de Machiavel. Donc pour conclure cette première caractérisation, ce qui saute aux yeux finalement quand on s'intéresse à l'utopie, c'est une espèce de hiatus énorme entre un point de départ idéal et un aboutissement cauchemardesque. Cette rapide caractérisation ne suffit pas à condamner l'utopie d'emblée, ni au fond à la comprendre. Et la question qui se pose maintenant, c'est de se demander vraiment fondamentalement, mais qu'est-ce qu'une utopie ? Pourquoi produisons-nous des utopies ? Je vais maintenant tenter de défendre la thèse selon laquelle l'utopie serait une forme d'idéologie. La conception dominante de l'idéologie dans la tradition occidentale est issue des écrits de Marx. Chez Marx, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est une image distordue de la réalité qui vise à renforcer les rapports de domination existants. Le concept d'idéologie évolue chez Marx entre les écrits de jeunesse et le Capital, par exemple en 1867. Il y a en fait deux concepts d'idéologie chez Marx. Chez le jeune Marx, l'idéologie, c'est le reflet inversé de la vie réelle. Donc c'est en fait une représentation qui s'oppose à ce qu'il appelle la praxis, à la vie réelle. Par exemple, la religion est une idéologie car elle fait croire à un Dieu créateur alors que l'idée de Dieu est un produit de la conscience humaine. Ou la philosophie idéaliste est une idéologie car elle fait croire que c'est la conscience qui détermine la vie. Plus tard dans le Capital est idéologique tout ce qui s'oppose à la science. C'est le deuxième concept de l'idéologie chez Marx. Dans le manifeste du Parti communiste en 1848, Marx et Engels critiquent un socialisme utopique, jugé incapable de percevoir le caractère essentiel de la lutte des classes et des conditions matérielles de l'émancipation prolétarienne. Pour eux, l'avènement de la société sans classe n'est pas un idéal utopique, mais c'est l'aboutissement nécessaire de processus historiques que la science marxiste s'emploie à analyser. Donc, si l'utopie peut être qualifiée d'idéologie, comme le fait Marx, c'est au sens d'abord où elle n'est pas scientifique, et deuxièmement où elle contribue à renforcer les rapports de domination en tant que, comme la religion finalement, elle est consolatrice et illusoire. Donc si l'idéologie est une distorsion qui tend à compromettre la marche de l'histoire, et si l'utopie est une idéologie, alors elle doit au moins inspirer la méfiance. Toutefois, le problème se complique. Cette méfiance ne doit-elle pas s'appliquer alors, au premier chef, à la pensée de Marx elle-même, qui peut à son tour être considérée comme une utopie et comme une utopie dangereuse. C'est en tout cas ce que défend le philosophe Hans Jonas dans son livre « Le principe responsabilité » paru en 1979. Ce livre de Hans Jonas est une réponse à un ouvrage du philosophe marxiste, justement, Ernst Bloch, philosophe allemand, intitulé « Le principe espérance ». Donc, pour Jonas, le principe responsabilité doit répondre au principe espérance. Dans le principe espérance, Bloch faisait justement l'éloge de l'utopie. Dans le principe responsabilité, Jonas prend acte de la puissance acquise par la technologie contemporaine, qu'il appelle le Prométhée définitivement déchaîné, et des dangers qu'elle fait courir à l'homme et à la nature. Il est à la recherche de nouveaux principes éthiques qui viseraient à éclairer nos choix face à ces nouveaux possibles. Or, pour Jonas, le marxisme est problématique vis-à-vis de cette puissance technique, car il a élevé l'utopie au rang de but explicite. Pour Jonas, la pensée marxiste est utopiste, car elle ne se limite pas à vouloir supprimer la lutte des classes, ni même à instaurer la justice. Son ambition va plus loin, c'est une utopie de l'homme véritable à venir.
Autrement dit, il s'agit de modifier l'être même de l'humain, et cela au moyen de la technique. C'est en tout cas ce que dit Jonas dans son livre. En tant qu'elle doit éviter la pauvreté et suppose de rechercher sinon la surabondance, du moins une plénitude satisfaisante de l'existence physique, elle fait, donc l'utopie marxiste, du bien-être matériel une présupposition impérieuse de la libération recherchée du véritable potentiel humain. La poursuite de l'abondance devient l'obligation d'ordre supérieur des serviteurs de l'État. Pour Jonas, cet idéal, entre guillemets, se heurte non seulement à des limites externes, telles que la tolérance de la nature, le problème de l'énergie, le problème de la nourriture, etc., mais il est critiquable en lui-même, car il entraîne nécessairement une forme de fanatisme, car il comporte également un risque de désespoir, une fois évidente l'inaccessibilité de l'idéal, et pour d'autres raisons qu'il serait un peu long d'énumérer ici. Donc pour conclure ce deuxième temps, il semble que non seulement l'utopie soit idéologique, mais qu'elle s'avère infiniment dangereuse, tant sur le plan matériel qu'anthropologique. Faut-il alors renoncer à l'utopie ? Et dans un troisième et dernier temps de mon intervention, je vais tenter de montrer que pour autant, malgré le danger que l'utopie représente, il ne faut pas y renoncer et qu'elle reste un élément, une forme de la pensée, de l'imagination humaine très importante. Aux États-Unis, dans les années 1980, le philosophe français Paul Ricoeur donne un cours sur l'idéologie et l'utopie, qui sera publié en 1986 et traduit en français en 1997. S'appuyant sur les analyses de Karl Mannheim et de l'anthropologue américain Clifford Geertz, il défend la thèse qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas renoncer à l'utopie, ni non plus, d'ailleurs, à l'idéologie. Car, premièrement, même si elles peuvent prendre des formes pathologiques, aussi bien l'utopie, comme je viens de le montrer rapidement, que l'idéologie, ce sont en elles-mêmes, dit Ricoeur, des fonctions essentielles de l'imaginaire social. Et deuxièmement, elles se complètent l'une l'autre dans le sens où elles se compensent, elles doivent se compenser. Alors, en quel sens sont-elles des fonctions essentielles de l'imaginaire social ? D'abord, commençons par l'idéologie. Ricoeur est amené en fait à élargir le concept d'idéologie et à lui trouver une fonction plus fondamentale en quelque sorte que celle que Marx a trouvée à l'idéologie, même si vous allez voir l'idée fondamentale est la même. Pour Ricoeur, l'idéologie est une forme de pensée essentielle quand il est question du pouvoir, justement. Parce que tout pouvoir a besoin d'une légitimation. Il y a toujours des tensions entre la prétention à la légitimité revendiquée par un pouvoir et la croyance dans cette légitimité que sont capables de proposer les citoyens. Et donc la fonction de l'idéologie, la fonction fondamentale de l'idéologie, dira Ricoeur, c'est une fonction d'intégration, c'est-à-dire de brider justement ces tensions pour permettre au pouvoir de s'exercer. En fait, de faire en sorte finalement que les citoyens croient au pouvoir et ne fassent pas que le subir passivement comme une pure force physique. Donc ça, ce serait la fonction, ce serait la fonction positive et essentielle, d'après Ricoeur, de l'idéologie, qui n'est donc pas simplement une forme de pensée distordue et qui vise, contre laquelle il faut lutter. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait du pouvoir et il faut que les citoyens puissent y croire. Donc l'idéologie permet en fait d'obtenir cette adhésion symbolique au pouvoir. Et par ailleurs, l'utopie est absolument nécessaire aussi parce que justement, il faut compenser cette tendance à l'idéologie qui est celle de légitimer le pouvoir. Les effets de l'idéologie vont légitimer le pouvoir. Mais si le pouvoir est rendu trop légitime, finalement, toute critique devient impossible et les citoyens vont se trouver de simples marionnettes obéissantes. Ricoeur soutient alors que l'utopie est fondamentalement ce qui met en question l'idéologie. Pour lui, c'est un exercice de l'imagination pour penser autrement. L'unité du phénomène de l'utopie ne réside donc pas, dit-il, dans son contenu, mais bien dans sa fonction. D'ailleurs, Ricoeur montre justement que dans les manuscrits de 1844, dans lesquels, avant l'idéologie allemande, Marx commence à mettre au point, sans encore complètement la nommer, ce concept d'idéologie, la façon dont Marx peut mettre au jour l'aliénation du travail n'a été possible qu'à partir, dit Ricoeur, d'une anticipation d'une humanité non aliénée,
qu'on peut considérer comme utopiques. Donc tout en critiquant l'utopie, Marx, au fond, met en œuvre une pensée de type utopiste pour être en mesure de dénoncer un certain état de choses qui est l'aliénation du travail de la société du XIXe siècle. Donc pour conclure, ce qui se dégage de cette réflexion, c'est le rapport complexe que nous avons nécessairement à l'idéal et à l'imagination dont il procède. D'une part, cet idéal peut devenir tyrannique et mortifère. C'est ce que nous avons vu dans la première et la deuxième partie de ce propos, comme dans les formes pathologiques de l'utopie. Mais d'autre part, l'idéal reste indispensable pour critiquer le réel. Et c'est pourquoi on ne peut pas se passer totalement de l'utopie. Reste évidemment à chercher à la penser de manière mesurée et raisonnable. Je terminerai avec une citation de Paul Ricoeur. « C'est un certain usage de l'utopie qui est l'instrument de la critique de l'idéologie. » Je vous remercie de m'avoir écouté.